Yo les in-game, bienvenue dans cette vidéo, on va faire un récap de chapitre 50 de Dragon Ball Super et on en parle juste après ça. Alors comme d'habitude accompagné de Vega, salut Vega, comment ça va? Salut Lingen. Donc ouais, on va faire un petit débrief. Ouais, un débrief, voilà, c'est le fameux débrief. Hein. Ouais, notre nouvelle émission consacrée à Dragon Ball. Donc débrief du chapitre 50. Il y a des choses à dire. Ouais, Donc on est là pour ça, on est là pour en parler et aussi pour que vous en parliez avec nous, bien entendu. Donc oui, ce chapitre 50 qui reprend sur le troisième vœu de Moro. Ce troisième vœu qui nous a tenus en haleine jusqu'ici. Parce qu'il faut savoir que nous, on n'avait pas été très, comment dire, très satisfaits du chapitre 49, qui était pour nous un chapitre de remplissage. On nous balançait quelques infos par-ci par-là, mais malgré tout, on a trouvé que c'était clairement du remplissage pour faire durer le truc, pour en fait nous faire durer le suspense un petit peu. Donc là, on reprend au moment où Moro va énoncer son troisième vœu. On a une sorte de, j'ai envie de dire en fait que le début du chapitre 50 se passe avant en fait, mais légèrement avant. Limite il se passerait bien pendant un peu ça, le tout début c'est un petit peu avant, et ça correspond au moment où il fait son troisième vœu justement. Et le troisième vœu, du coup on va dans le vif du sujet, qui est de libérer les prisonniers de la patrouille galactique, l'intégralité des prisonniers. D'abord on voit les prisonniers qui sont tous enfermés et on voit en plus d'ailleurs ce que je te disais, bon ça on va dire c'est un point négatif, mais c'est plus genre un peu ridicule, c'est-à-dire la façon dont t'es enfermé, Moro. Je me dis putain, quand je vois les vieilles chaînes qui le retiennent, je me dis il a pas eu de mal à s'échapper le type. Si le mec il est ne stress qu'à la moitié de sa réputation, très clairement il aurait dû avoir des protections bien plus importantes. Le gars il aurait dû déjà avoir en limite les membres en fait prisonniers en fait, c'est dans des espèces de tubes qui maintiendraient ses membres. Enfermé dans plusieurs bulles de protection en fait. Vraiment il aurait fallu la totale pour ce mec là. Il est vraiment ultra dangereux. Ce mec là tu le mets pas. Là c'est trois barreaux qui se battent en duel avec deux chaînes au niveau des poignets. Non, c'est pas possible. Bon, bref, ça après c'est un petit détail. Ouais, voilà, c'était un petit détail. Le plus important dans ce chapitre pour nous, de ce qu'on a vu, c'est quand même de voir la mixité en fait de ces prisonniers en fait, de voir un petit peu les différentes races en fait qui composent ces prisonniers, parce que ouais, mais surtout en fait c'est de voir à quel point on pouvait faire un groupe de 10 personnages en gros intéressant. En gros on aurait eu ça pour le tour du pouvoir, ça aurait été génial. Là ils nous mettent des prisonniers ultra stylés quand même, ils sont vraiment classe et on a envie de les voir, on a envie de savoir qui ils sont, on a envie de voir leur style de combat, tout ça. Alors que le tournoi du pouvoir, ils nous ont foutu 80 combattants, on n'a rien à foutre de aucun en fait. Mais et coup, 80 random quoi. Ouais, 80 random, c'est ça. Et là, les prisonniers, notamment l'espèce de bras droit de Moro, je le trouve super intéressant et il a une classe folle et on sent sa puissance parce qu'il one-shot le Super Saiyan 3 quand même. Et pour one-shotter le Super Saiyan 3, contrairement à ce que certains peuvent dire, c'est pas du tout scandaleux, hein. Là c'est juste normal. Hein. Le Super Saiyan 3 il date et il est vieux, il est dépassé. Oui, c'est ça, le Super Saiyan 3 il a fait son temps. De toute façon, Dragon Ball, l'idée préconçue du manga, c'est toujours de se dépasser en fait, de viser des sommets plus hauts. Et on est arrivé dans un moment dans DBS où on est quand même au Super Saiyan Blue, qui doit être à des années-lumière du Super Saiyan 3. Donc c'est logique que ce Super Saiyan 3 soit complètement... je cherche le mot, un autre mot que dépassé, parce que je voulais pas répéter ce que tu as dit. Mais complètement, à la ramasse. Il a la rue, carrément. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Super Saiyan 3 dans Dragon Ball Super, c'est l'équivalent du Kaioken dans Dragon Ball Z, ni plus ni moins, c'est tout. Aujourd'hui, l'ordre de puissance, c'est un peu ça. Ouais, limite. Et pour décrire le bras droit de Moro que je trouve intéressant, donc ça va être le premier qu'on va présenter parmi les prisonniers, parce que c'est, on va dire, quand même le plus important de ce chapitre. C'est le seul important en réalité, les autres sont du remplissage dans le fond, quoi. C'est comme si en fait ce bras droit, c'est comme si Thanos est son bras droit. Donc Thanos, le méchant de l'univers Marvel. C'est comme si Thanos est son bras droit. C'est l'espèce de sorcier qui a une gueule de zombie là, qui ratame Doctor Strange. C'est comme si lui et Thanos avaient eu un fils. C'est un peu ça. Ouais. Très clairement, le mec, c'est un titan avec la gueule du second Thanos, la puissance, une putain de puissance physique, force brute, et en même temps des pouvoirs télékinésiques. C'est en fait, c'est limite, tu te poses la question, pourquoi ce mec-là a besoin d'une arme? Parce qu'à plusieurs reprises, il fait en fait utilisation d'une arme.
Mais en fait, d'un côté, je me dis, bon, un personnage comme ça n'a pas besoin d'armes. Mais je comprends pourquoi Toyotaro a voulu nous mettre ce personnage qui utilise une arme, c'est un petit peu pour la symbolique, en fait. Très clairement. Oui, Le moment où il chope l'arme avec la télékinésie, c'était grave stylé quand même. Ouais, ça reste méga stylé. Ouais, et après il braque l'arme sur la tête du patrouilleur. Ouais. Ça, quand tu braques une arme sur la tête de quelqu'un, ça a beaucoup plus d'importance, ça a plus d'impact visuellement en tout cas. Exactement, ça a plus d'impact que s'il avait mis juste la main devant la tête du mec. Ouais, carrément. En mode, je te désintègre. Donc d'un côté, voilà, le côté arme symbolique. Ouais. Tout simplement. Les autres prisonniers qui ne sont pas non plus, enfin il y a beaucoup de randoms, on est d'accord, oui, mais il y en a une bonne vingtaine quand même qui ne sont pas des randoms. Je veux dire, peut-être pas 20, mais ouais. Ouais, il y en a pas mal qui ont l'air intéressants, notamment ceux qu'on a déjà vus dans le chapitre. Ouais. Il y a le Metalman, je sais pas si vous vous souvenez de l'univers 6 avec Ota Mageta, du coup l'espèce de robot qui a un ego très très fragile, qui est très vulnérable aux insultes. Et ben on a du coup un Metalman en fait, mais de l'univers 7 qui est visiblement méchant. On a Hit. On a un personnage de la race de Hit, sauf qu'il a des cornes. Ouais, c'est ça, il a des cornes. Ouais. Et d'ailleurs, en plus, c'est peut-être le côté, il a des cornes, donc il est maléfique. Il y a un peu de ça, je pense. Ouais. Ah, il aurait fait un Tokitobashi, j'aurais eu une gaule, mais c'est dommage qu'il l'ait pas vu. Pas vu. Franchement, c'est vraiment dommage qu'on l'ait pas vu faire un putain de Tokitobashi dans un couloir. Ça va peut-être arriver par la suite, parce que du coup, les prisonniers, on va les revoir, hein, ils n'étaient pas là que pour un chapitre. Notamment les fameux prisonniers western là, du début de cet arc, du premier chapitre, qui ont une importance assez folle dans ce chapitre, parce qu'ils ont 3 ou 4 pages juste dédiées à eux, en fait, c'est assez ouf. Et je pense que eux, notre théorie à nous, c'est il y a même moyen que ce soit eux qui battent Moro, ou qui initient qui contribuent à la défaite de Moro. Qui contribuent à détruire Moro, parce que tout simplement on met beaucoup l'accent sur ces personnages-là depuis le début de cet arc. Donc pour moi, c'est pas des randoms. Et le fait qu'ils disent ouais, de toute façon, nous on est fait pour le crime, ils ont l'air un petit peu dépités quand même quand on leur dit ouais, vous êtes encore là vous. Ouais, bah écoute, on est une vie de crime, on sait faire que ça. C'est un peu des vrais cow-boys. Ouais, c'est ça. Et donc on pense qu'en fait ces personnages-là vont avoir leur importance, mais d'une manière bénéfique en fait. Donc c'est-à-dire qu'en fait il y en a qui disent carrément qu'ils deviendraient gentils. Moi je pense pas, ça serait pas aussi simple. Ça a l'air d'être des mercenaires, donc ils seront pas gentils, ils vont peut-être aider les gentils, mais moi je pense s'ils aident Goku et la S-Team, on peut dire la Z-Team. Oui, donc s'ils aident la team de Goku, donc la team gentille, ça serait d'une manière intéressée, déjà dans un but premier, donc dans leur intérêt. Mais en gros, oui, ça ferait quelque chose de bien pour l'univers et en même temps dans leur intérêt principalement. Donc ça serait pas quelque chose de gentil, c'est sûr et certain. Il faut pas faire un truc. Tu vois clairement que c'est des criminels, c'est des bandits. Ils sont pas aussi méchants que Moro, mais ils sont quand même d'une certaine manière, ils sont quand même maléfiques. Voilà, légèrement. Autre chose très intéressante dans ce chapitre, c'est le traitement de Vegeta. Enfin, c'est cet arc-là traite très bien Vegeta, et là vraiment. Notamment très à la fin du chapitre où on retrouve les Vegeta mercenaires qui veut plus rien avoir à donner à personne, il veut plus avoir de compte à rendre, il veut être le Vegeta, il veut être capable de tabasser Moro à la seule force de ses points, à la force physique qui est la base des Saiyans, comme il le dit dans le chapitre. Plus besoin de tous ces... Ça m'a fait penser un peu au discours de Bane, limite genre dans The Dark Knight, quand il fait ces gadgets ont sa métaphore, c'était un peu le même délire, c'était pourquoi utiliser les transformations et la magie et les superflus quand tu peux avoir la force brute d'un Saiyan, dont la décision de partir à la fin sur la fameuse planète pour apprendre plusieurs techniques. La Yardrat, là, pour apprendre plusieurs techniques. Minimum 2, ça c'est sûr. C'est là où j'aime bien Toyotaro, c'est qu'en fait il réutilise vachement la mythologie Dragon Ball. Il la connaît bien. Et, très bien. Et vraiment, ce traitement de Vegeta, il est parfait, parce que c'est vrai que même nous, en fait, ce traitement de Vegeta, on est là en mode, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, en fait, de les voir, en fait, se faire constamment humilier par Moro. Ils en peuvent plus. Ils en ont marre d'être impuissants. Et Vegeta, il a la réaction logique et normale, en fait, de dire putain, stop, ça suffit, quoi. J'en ai marre. À chaque fois, ça fait 3-4 fois qu'on intervient contre lui et 3-4 fois où il nous prive de notre force, en fait.
et qu'on est là, on peut rien faire, on a 2 doigts de crever, c'est pas comme ça qu'on arrivera à sauver l'univers. Donc il se dit, je me barre de mon côté. J'apprends des techniques parce que je veux plus être dépendant de Son Goku. Voilà. Et c'est exactement ça. C'est ça. Donc retrouver sa fierté. Exactement. Retrouver sa fierté de Saiyan. Très important, très bien fait. Donc on a hâte de voir la suite de ça. Ah, clairement. Et il y a un autre truc sur quoi, par rapport au chapitre précédent, on avait dit, ouais, c'est un petit peu con. C'est quand Goku et Vegeta ont dit qu'ils allaient régler le compte de Moro à main nue, au combat en fait, en 1 contre 1. Ouais. Et on l'a dit tous les deux, il me semble que c'était complètement con. Parce que la première fois, ils s'étaient fait absorber leur énergie. C'est ça. Et que même si Moro était moins fort qu'eux, ouais, ça allait se repasser exactement comme ça. Et bingo. Ça s'est passé exactement comme ça. Ouais, ils étaient en train de se battre en transformation et il a perdu peu à peu pendant que leur énergie était absorbée. Ouais, et ils se sont fait péter. Au début, il est pété, hein, les prisonniers. Ah oui. Au début, pas de soucis, en Super Saiyan Blue, ils les ont ratamés. Sauf que, bah voilà, peu à peu, ils perdaient leur transformation. Donc il y a aussi, j'ai entendu dire aussi que c'était n'importe quoi, que Goku passe du Super Saiyan God au Super Saiyan 3. Je vois pas en quoi c'est n'importe quoi, en fait. Ouais. Enfin, je veux dire, du ki divin, ça reste du ki. C'est pas parce que c'est pas parce que tu utilises du ki divin que tu vas retomber direct à 0, en fait. Par exemple, si tu prends du vin rouge, que tu prends un Bordeaux Saint-Émilion ou un truc de Provence, c'est du vin rouge. Il a pas le même goût, pas la même puissance, c'est du vin rouge. Enfin, là c'est pareil avec le ki. Donc il est bien l'exemple. Ouais. mais exactement. En fait le ki divin, c'est une version de ki amélioré, mais ça reste quand même du ki. Donc c'est parfaitement logique que le mec, quand il perd en puissance, il passe à la classe inférieure. Et c'est une très belle manière de nous montrer les transformations en fait, de Goku, de montrer le petit clin d'œil en mode, hey, regardez, on ne vous oublie pas, on vous donne le Super Saiyan 3. Voilà, super intéressant. Donc et puis le scandale, comme tu as dit, que Goku se fait ratamer en Super Saiyan 3 par le second de Moro. C'est pas du tout illogique. Connaît pas la puissance. On voit que le mec il est puissant, on le voit au niveau du chara design, et on veut connaître sa puissance. Quel meilleur moyen que de montrer l'emblématique Saiyan 3 se faire one shot par un mec? Très clairement. C'est parfait pour montrer sa puissance. Ouais, puis ça veut dire qu'à peu près ce mec là il doit avoir une puissance d'un Super Saiyan God à peu près. C'est ça, à peu près, il doit être plus fort parce qu'il a vraiment one shot. Il doit être Super Saiyan God, voire un peu plus quoi. Peut-être pas un peu plus, mais ouais, il doit avoir une sacrée puissance quand même. Parce qu'il l'a one shot quand même. Hein. Et puis c'était pas un petit coup de poing, tu vois, Goku il est par terre en sang à moitié. Ah oui. Donc non, pas d'incohérence, très clairement pas d'incohérence. C'était une belle manière de montrer que les ennemis tout simplement ne sont pas des rigolos. Quoi. C'est ça. Enfin de l'impact, enfin de l'enjeu. C'est le propre de cet arc narratif, hein, c'est impact, enjeu, respect de la mythologie. Et hype, ça nous hype, genre chaque chapitre nous donne envie de voir la suite. Ouais, et puis tu parles de respect de mythologie, et pour aller plus loin, on a encore un autre respect de la mythologie Dragon Ball avec Moro qui ressemble vachement à Piccolo Daimao. Carrément. Il est là avec sa petite machine, si vous vous souvenez, bien sûr, je m'adresse là aux fans de Dragon Ball, qui ont vu du coup l'arc avec Piccolo Daimao, qu'il est sur son espèce de... Ouais, je sais plus, c'est un espèce de... Pareil, c'est une machine un peu comme Moro il a, je sais pas, c'est une sorte de montgolfière, non ouais, c'est un truc qui vole. Pas une montgolfière, mais en tout cas, c'est une machine qui vole, et c'est exactement le même principe. Et puis en plus, il a son armée exactement pareil. Quoi. Bon, Piccolo Daimao, il avait moins d'hommes à sa coupe, mais on revient au même principe. Hein, et il partage vraiment sa puissance avec son armée, ce que j'ai trouvé très intéressant. Ouais. Et tu dis qu'en fait, le Moro, c'est peut-être un homme de parole, en fait. Hein, quand il dit un truc, il le fait jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai qu'il était pas obligé de le faire. Ouais, à tout moment, il pouvait dire, je sais pas, il pouvait faire un vœu personnel, tu vois. Ah non, c'est qu'il a un plan établi depuis longtemps et que le plan se déroule exactement comme il le veut là pour l'instant. Puis il aurait pu défoncer Goku et Vegeta sans utiliser son armée, hein, juste en absorbant leur énergie. Et il a eu recours à son armée. Derrière, il y a encore. Il y a un truc. Il y a un enjeu derrière. Pourquoi il a fait appel à cette armée? Il y a une raison. Normalement, il en avait pas besoin. Ouais, et pourquoi présenter les prisonniers alors si c'est juste comme ça, il y a clairement quelque chose derrière qu'on verra dans le prochain chapitre dans un mois, dans un petit mois. Et on a tous les deux très hâte de le voir, cet enjeu. Mais pour moi, le traitement de Vegeta, la libération des prisonniers, cet effet, en fait, pour la suite, à mon avis, on aura très clairement un Vegeta en mode policier intergalactique. Je suis sûr, de son côté. Je sens bien arriver, moi, je le sens bien arriver, le Vegeta qui part arrêter les criminels tout solo, tu vois. Genre vraiment.
Je suis sûr que Moro ne va pas se faire détruire, hein, il va se faire enfermer, hein, ça m'étonnerait qu'il se fasse détruire. Mais tous ces prisonniers et tous ces hommes vont s'échapper de leur côté. Et pour moi, c'est sûr et certain que Vegeta, de son côté, va essayer, on va dire, de rétablir le truc, de réenfermer les criminels qui se sont échappés. Et ça peut être vachement intéressant. Et de son côté, à mon avis, Goku va faire pareil. Mais voilà, il y aura peut-être des petites tensions entre Goku et Vegeta, je pense. Et comme tu l'avais évoqué, pourquoi pas un changement de tenue pour Vegeta? Ouais, j'aimerais bien. Putain, j'avoue, là. Ce serait un sacré kiff quand même. Ouais, j'aimerais vraiment un changement de tenue, ouais. Mais pas non plus un truc trop pété, hein, trop bariolé en couleur, voilà. Ah oui, non. Mais sobre, mais classe. Ouais, carrément. Genre, ouais, une armure, pourquoi pas, plus un style armure. Ouais, il a déjà une armure, hein. Mais moi, ce que je vois, c'est vraiment, même avec des espèces d'avant-bras sophistiqués. Ouais, ce serait un truc comme ça, ouais. Pour être grave intéressant. Et puis les nouvelles techniques, tout simplement. Ouais, ça, j'ai hâte de voir ça. Et en plus, ça a l'air d'être du corps à corps, de ce qu'on a cru comprendre, ça va être du corps à corps. Puis des techniques qui n'utilisent pas de ki, en gros, juste de la puissance pure. Ouais. Et ça va être très beau à voir en dessin. Puis d'emblée, c'est sûr et certain qu'il va maîtriser la téléportation. Il veut plus, il veut plus être dépendant de Goku, donc il va utiliser la téléportation. Et en fait, ça peut être vachement intéressant, justement, ce Vegeta qui part de son côté, parce que ça pourrait renforcer la rivalité entre Goku et Vegeta. Ouais. En fait. Et on serait pas juste sur une rivalité purement amicale, où c'est deux débiles qui veulent en gros se surpasser niveau puissance. Non, là, ça serait plutôt une rivalité peut-être d'enjeu, en fait. Genre en mode Vegeta veut prendre les enjeux de façon plus sérieuse, il veut mettre un terme au conflit plus rapidement. Et on aurait peut-être une rivalité sur Goku qui serait pas d'accord par rapport au traitement de certains ennemis. Vegeta qui pourrait dire ouais non, plutôt que de les enfermer, il faut les détruire. Goku qui serait non, faut pas les détruire, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Il pourrait y avoir des petites frictions comme ça en fait. Il pourrait vraiment y avoir des trucs du genre et on a hâte de voir tout ça. Juste pour finir un petit peu, c'est quelques interrogations quand même, c'est notamment Bulma. Il s'est passé quoi? Dans un embouteillage, elle a disparu. On sait toujours pas. Bulma? Bulma, ça fait plusieurs chapitres qu'elle est partie rejoindre Vegeta et Goku. Ouais, mais après, tu sais, on n'a pas vraiment besoin de Bulma, hein, vu... Ouais, mais s'ils l'ont fait partir, c'est qu'elle va forcément arriver à un moment. Et je pense qu'elle va arriver pour le combat final, qui devrait pas tarder à arriver, là, 1 ou 2 chapitres max. Mais est-ce qu'elle va arriver en mode élément perturbateur, ou en mode MacGuffin, ou élément de résolution? Moi, j'annonce, hein. Je pourrais très bien avoir tort. Mais j'annonce qu'on verra pas Vegeta avant 2 chapitres. Hein. Ah, il y a moyen. Ou si on le voit, c'est en fin de chapitre, par-ci par-là. Quoi. Ouais, je pense qu'on le reverra au dernier chapitre et avec ses nouvelles techniques. Avec de nombreuses nouvelles techniques. Pour venir à bout de mots. Vu le développement, ça ressemble beaucoup à ça. Dans beaucoup de mangas, ça se passe comme ça. Quand un héros part, on le voit pendant plusieurs épisodes et il revient après beaucoup plus fort. Puis un retour aux sources. Très clairement, on est sur un retour aux sources. Dans le traitement des personnages, c'est retour aux sources. Et c'est parti. Ça me va. Bravo. Ah, carrément. Donc, en tout cas, on est hypé. On est hypé. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé le chapitre. N'hésitez pas à en débattre en commentaire, à partager, à liker et à vous abonner. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, Back to Past ou encore un débrief. Allez, salut. Allez, à la prochaine.